Dans le cadre de la formation par MOOC sur l'insuffisance cardiaque, je vais vous présenter un petit aperçu sur les inhibiteurs de la SGLT2 qui constituent certes une nouvelle avancée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée. Alors, lorsqu'on parle des SGLT2, on se pose toujours la question, quel est leur mécanisme d'action? Ces molécules qui ont entré en force dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Alors, les IGLT2 sont des molécules qui agissent par blocage de la protéine SGLT2, un sympore Na+, glucose, comme vous voyez ici, au niveau du tubule contourné proximal du rein. Donc, voilà, qui est responsable de la réabsorption de 90% du glucose filtré. Donc, ça va de soi que ces molécules-là vont augmenter la glucosurie. C'est en fait des molécules initialement utilisées comme antidiabétiques, mais aussi avec l'augmentation de la glucosurie, ça va augmenter autant la natriurèse et la diurèse. Alors, ceci est responsable aussi de réduction de la précharge, une diminution de la volémie et aussi de la post-charge en diminuant un tout petit peu la pression artérielle. Alors là, si on va regarder de plus près tous les effets des ISGLT2, alors sont des médicaments à la base glucosurique, on l'a dit, et sont des molécules qui vont diminuer l'hyperglycémie tenant compte du taux de glucose initial, autant en agent qu'en postprandial, sont des médicaments intelligents, diminuant ainsi la toxicité du glucose au niveau des différents organes. Sont des médicaments aussi qui vont diminuer l'insulinorésistance et vont permettre une réduction du poids par l'augmentation du ratio glucagon-insuline. Alors là aussi, ce sont des molécules qui vont augmenter la lipolyse et ça va améliorer au long cours le contrôle glycémique. Alors d'autre part, mis à part cet effet-là glucosurique, diurétique, natriurétique, la chose très très importante, que ces molécules-là vont diminuer la consommation de l'ATP au niveau du tube contourné proximal par diminution de la demande d'énergie suite à la diminution de la réabsorption, comme on l'a vu, de glucose. Alors, ceci va réduire l'hypoxie relative dans le cortex rénal et ça va constituer un effet néphroprotecteur. D'autre part, cet effet-là va engendrer une augmentation de la production d'érythropoïétine par le rein. Ça va aussi engendrer une augmentation de la masse des globules rouges, de l'hématocrite, ce qui a des effets certes bénéfiques sur les symptômes et le pronostic des patients insuffisants cardiaques. Alors, d'autre part, ces molécules-là vont améliorer l'énergie myocardique, vont modifier le métabolisme cardiaque en délaissant l'oxydation des acides gras, le glucose au profit des corps cétoniques qui sont beaucoup plus efficaces en matière de transport d'oxygène. Et puis, ça va améliorer aussi l'homéostasie ionique et ça va réduire le stress oxydatif et l'inflammation au niveau myocardique aussi. Alors, autre chose, ces molécules-là, les ISGLT2, vont réduire la leptine sérique et vont augmenter les concentrations d'adiponectine qui va offrir une certaine cardioprotection aussi. Alors, au-delà de l'effet hypoglycémiant, comme vous le constatez, ces molécules-là, miracles, ces molécules-là vont avoir des effets bénéfiques cardiovasculaires et rénaux qui certes vont améliorer le pronostic des patients ayant une insuffisance cardiaque. Alors là commence l'histoire des ISGLT2. Comme je vous l'ai dit au début, c'était des antidiabétiques testés par différentes études chez des patients diabétiques de type 2. Et là, vous voyez avec comparaison outcome en pagliflozine avec des clertimi, la dapagliflozine, Convas, la canavirtis, l'ertigluflozine. Là, ce qui a été réellement constaté dans ces différentes études, c'est un gain, c'est des données impressionnantes de gains chez ces patients-là diabétiques en matière d'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque.
Mais aussi, non seulement ça, 30% de gains d'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque, mais aussi un gain manifeste dans les études éclairs et en pareil et convas sur la fonction rénale. Là, on a une moindre évolution vers l'insuffisance rénale terminale avec une néphroprotection. Donc là, un effet néphroprotecteur, un effet cardioprotecteur, une baisse des hospitalisations par insuffisance cardiaque. Là, si on regarde une méta-analyse de toutes les études sur les ISGLT2 chez les patients diabétiques, là, vous voyez qu'on a un gain significatif en faveur du traitement IGLT2 en matière d'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire, mais aussi un gain significatif en faveur des ISGLT2 en matière d'aggravation de la fonction rénale, d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale et de décès par insuffisance rénale. Alors, chez les diabétiques aussi, des molécules récentes, les DPP4 en haut, vous voyez les études avec les DPP4, en bas avec les analogues SGLT1. Au centre milieu, c'est les études avec les ISGLT2, on paraît qu'on va, c'est des clairs. Et là, vous voyez clairement qu'on a un gain significatif en matière d'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques de type 2. Alors, c'est ainsi que se développe en dehors du diabète, autant chez les diabétiques que les non-diabétiques, les études des ISGLT2 dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite inférieure ou égale à 40%. Avec la dapagliflozine, c'est l'étude DAPA-HF. Avec l'empagliflozine, c'est l'étude EMPAROR reduce. Dans les critères primaires, c'était l'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque ou le décès cardiovasculaire. Et là, vous voyez, dans ces deux études-là, on a un gain significatif de 25% de réduction du critère primaire avec une P qui est inférieure à 0,01. Donc là, ces molécules-là ont été introduites comme un traitement pilier dans l'insuffisance cardiaque à effet réduit. Là, on parle des 4 piliers du traitement dans les inhibiteurs de la SGLT2 avec une classe des recommandations 1A dans les dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie qui ont été présentées en 2021 ou 2021 associées aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, bien le sacubitril/valsartan, les bêta-bloqueurs et les anti-aldostérone. Alors, chose très importante que ces molécules-là, c'est un seul dosage. On passe c'est 10 mg d'APA, c'est 10 mg. Une seule prise journalière, pas de nécessité de titration ou d'ajustement des doses. Et bien entendu, c'est une molécule qui peut se donner chez tous les patients, mis à part quelques contre-indications, essentiellement vérifier la fonction rénale, une clairance de la créatinine qui est inférieure à 20 ml par minute par la formule de Cockcroft. Pour l'empagliflozine essentiellement, dans l'étude d'APA, c'était 25 ml par minute. Et puis, la pression artérielle, puisqu'on a vu que quand même, c'est des molécules qui peuvent aggraver la baisse tensionnelle. Donc là, si on a une pression artérielle qui est inférieure à 95 mm de mercure, il faut faire attention par rapport à l'introduction de ces molécules. Alors après viennent les études, ce qui nous intéresse le plus, qu'on étude de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée. Parce qu'on a vu que ces molécules-là ont des effets bénéfiques cardiovasculaires et néphroprotecteurs, quel que soit le phénotype du patient, diabétique ou non diabétique, quelle que soit la fraction d'éjection de base chez les patients diabétiques. Donc là, c'était tout le rationnel des études chez les patients insuffisants cardiaques à effet préservé. Alors, si on regarde un tout petit peu les études chez cette catégorie de patients, on a l'étude Charles-Preserved avec le condésartan, comme critère primaire le décès cardiovasculaire, l'insuffisance cardiaque, PEP-CHF avec le périndopril, iPreserve avec l'herbésartan, TOP4 avec la spironolactone. Et là, toutes ces études-là, il y avait quand même une certaine réduction du critère primaire décès cardiovasculaire, hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque, mais réellement sans avoir une différence statistiquement significative. Puis vient
en 2019 l'étude Paragon-HF avec le sacubitril/valsartan versus le valsartan, dont le critère primaire était le décès cardiovasculaire et l'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque. Et là, vous voyez qu'on avait quand même une réduction, c'est important, de ce critère-là, 13% de gain par rapport à ce critère composite, avec une P qui tend vers la significativité, c'était une différence à 0,06. Alors après, l'étude EMPAROR préserve dont les résultats ont été publiés à la marge du congrès de la Société européenne de cardiologie en août 2021. C'est de façon parallèle à la publication, à la parution des recommandations sur l'insuffisance cardiaque. Là, cette étude-là a comparé chez des patients qui ont une fraction d'éjection modérément réduite ou bien préservée, l'empagliflozine versus un placebo avec le standard care de l'insuffisance cardiaque. Et les critères de jugement primaire étaient le décès cardiovasculaire et l'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque. Et là, vous voyez, chose très impressionnante, c'est un gain significatif de 21% sur ce critère-là composite primaire, avec une différence statistiquement significative 0,0003. Alors, ces molécules-là ont été aussi tout récemment FDA approved dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée. Elles ne paraissent pas dans les guidelines de la Société européenne puisque les résultats de l'étude ont été publiés de façon parallèle aux recommandations, mais ça va certes changer les prochaines recommandations. Lorsqu'il est aussi FDA approved dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à effet préservé, c'est le sacubitril/valsartan et l'aspironolactone. Alors, si on regarde de plus près, l'empagliflozine comme inhibiteur de la SGLT2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Donc, le design de l'étude EMPAROR Preserve, c'est une étude afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'empagliflozine versus un placebo avec le traitement de base du patient insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection modérément réduite ou bien préservée, des patients autant diabétiques que non diabétiques qui ont une clairance de la créatinine au-delà de 20 millilitres par minute. Alors, les critères primaires, comme on l'a dit, c'est un critère composite d'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire. Et les critères secondaires étaient soit les hospitalisations par poussée d'insuffisance cardiaque, mais aussi la baisse, la détérioration de la fonction rénale évaluée par la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft par rapport à la base et un suivi jusqu'à 26 mois. Alors, un gain autant sur le critère primaire, comme je l'ai dit, mais aussi par rapport aux critères secondaires qui est les hospitalisations, une première ou bien récurrente par poussée d'insuffisance cardiaque, 30% de gain, et aussi un gain significatif par rapport à la baisse du débit de filtration glomérulaire annuel. Lors des effets néphroprotecteurs et cardioprotecteurs, et si on va de plus près regarder les caractéristiques cliniques de base en EMPAROR Preserve versus Paragon-HF, l'étude du sacubitril/valsartan, vous voyez que l'âge et le sexe, c'était comparable entre les deux études. La fraction d'éjection moyenne, c'était un tout petit peu plus bas dans le groupe EMPAROR Preserve, avec des taux de NT-proBNP légèrement plus élevés par rapport à Paragon. La fonction rénale, c'était assez similaire avec des patients insuffisants rénaux et ont une clairance inférieure à 60 millilitres par minute dans 50% des cas dans EMPAROR Preserved. Alors, les résultats par rapport au critère primaire qui est un critère composite, là, vous voyez que réellement, c'était en faveur de l'empagliflozine avec une baisse de 20% par rapport à ce critère-là et un gain réellement significatif avec l'empagliflozine par rapport à un placebo. Et dans une analyse plus fine, dans un papier publié par Paquet-Rezanet en fin 2021, là, vous voyez qu'en comparant les critères réellement de jugement primaire, hospitalisation, décès cardiovasculaire, en catégorisant les patients selon la fraction d'éjection. En bleu, c'est les lignes avec l'empagliflozine.
En orange, c'est les lignes plutôt avec le sacubitril/valsartan. Là, vous voyez que le gain est beaucoup plus important avec l'empagliflozine, quelle que soit la catégorie de la fraction d'éjection. Il n'y a pas réellement de croisement de la ligne de base de l'hazard ratio, c'est la ligne 1, alors qu'avec le sacubitril, il y avait quand même un certain croisement avec la ligne de base. Alors, ce gain-là était manifeste avec la fraction d'éjection essentiellement inférieure à 60%. Vous voyez, avec la fraction d'éjection au-delà de 62%, on n'a pas vraiment de gain autant avec le sacubitril/valsartan qu'avec l'empagliflozine. Mis à part ça, c'est l'empagliflozine qui l'emportait par rapport au sacubitril/valsartan. Alors, y a-t-il encore des études, mis à part l'étude Emparor Preserved? Oui, c'est avec la dapagliflozine dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Là, une première étude publiée, Preserved HF, dans Nature. Dans le critère primaire, c'était d'évaluer la qualité de vie par un questionnaire, le questionnaire Kansas City, après 6 semaines de traitement chez des patients insuffisants cardiaques ayant une fraction d'éjection préservée, dapagliflozine versus un placebo. Et là, ce qui a été constaté, c'est une amélioration de la qualité de vie de façon significative dans le groupe dapagliflozine, quel que soit l'âge du patient, le sexe, les comorbidités, diabète, fibrillation auriculaire, obésité, quelle que soit la fraction d'éjection réellement ventriculaire gauche, on avait toujours un gain dans le groupe dapagliflozine. Alors, mis à part cette étude-là, ce qui nous intéresse, c'est toujours les effets cardiovasculaires, c'est le décès cardiovasculaire et les hospitalisations par poussée d'insuffisance cardiaque. Et là, il y a la large étude DELIVER qui a inclus plus de 6200 patients comparant la dapagliflozine versus un placebo à la dose de 10 mg de DAPA chez des patients ayant une fraction d'éjection modérément réduite ou bien préservée. Au-delà de 40%, ça suit le design des autres études, notamment Emparor Preserved et essentiellement. Dans le critère de jugement primaire et le décès cardiovasculaire ou les hospitalisations par poussée d'insuffisance cardiaque. Et là, bien entendu, c'est une étude dont les résultats par rapport à ce critère-là vont être très, très récemment publiés. On a des premiers résultats par rapport aux caractéristiques cliniques des patients inclus dans cette étude-là. Et là, vous voyez que comparativement aux autres études, on a quand même des patients qui sont au risque, des patients qui sont dans 45% diabétiques ou obèses, qui ont dans plus de 50% une histoire de fibrillation auriculaire. L'âge était comparable à l'étude Emparor et à l'étude Paragon. De même, la distribution selon le sexe. Le taux de NT pro-BNP comparable à Emparor, c'est de l'ordre de 1000 picogrammes par millilitre. Et puis, pour la fraction d'éjection, elle était au-dessous de 60% chez les 2/3 des patients. Là aussi, par rapport aux thérapeutiques prises dans la catégorie Emparor ou bien Deliver ou bien Paragon, vous voyez que c'est les lignes vertes foncées avec Paragon, violette avec Deliver, Emparor c'est le rouge. C'est comparable en matière de bêta-bloquants, de bloqueurs du système rénine-angiotensine et d'anti-aldo. Alors, bien entendu, réellement, par rapport, reste après ce qu'on va voir les résultats par rapport aux critères primaires et ça va être là aussi, ça va être un gain en matière de critères composites de décès et d'hospitalisation par poussée d'insuffisance cardiaque en tenant compte de la physiopathologie de ces molécules-là. Alors, en conclusion, les inhibiteurs de la SGLT2 ont des effets favorables cardiovasculaires et rénaux, justifiant leur bénéfice et l'amélioration du pronostic du patient insuffisant cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Ça constitue une avancée thérapeutique dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, notamment à VVG préservé, puisque c'est les premières molécules avec l'empagliflozine qui ont montré une efficacité, un gain significatif en matière de réduction des hospitalisations par poussée d'insuffisance cardiaque et ou de décès cardiovasculaires.
Elles ont plusieurs avantages et une facilité d'utilisation puisqu'elles sont utilisables à dose unique chez tous les patients insuffisants cardiaques. C'est la dose de 10 mg par jour, autant avec l'empagliflozine que la dapagliflozine, sans besoin d'adaptation posologique, avec un profil de tolérance très favorable et très peu de contre-indications, essentiellement une clairance de la créatinine inférieure à 20 ou bien une pression artérielle qui est basse, inférieure à 95 mm de mercure. Et là, je vous remercie pour votre attention.